Bonjour pour les étudiants du module Histoire de la pensée économique. Donc, on sait donc la dernière intervention a été consacrée à l'école classique, notamment aux auteurs Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste Say, Frédéric Bastiat. Donc, pour récapituler ce qui a été déjà rapidement, pour donc encore préciser certains côtés, certains points. Donc, on a situé le contexte de l'école, de l'apport de l'école classique, le contexte de la révolution industrielle. Donc, on a montré comment à partir d'un certain moment, à partir donc de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, des bouleversements, des changements intenses, des changements importants qui vont affecter plusieurs sphères, pas seulement la sphère technologique, économique, mais elles vont affecter le côté social, le côté culturel, le siècle du Lumière, donc ce XVIIIe siècle, donc ce mouvement intellectuel qui va affecter tous les domaines donc, où les intellectuels vont peser face à l'emprise, face à l'hégémonie de l'Église et des États. Donc, c'est très important les facteurs non économiques dans l'influence des phénomènes économiques. Donc, depuis l'Antiquité, j'ai essayé de vous montrer comment les phénomènes économiques, comment la réalité économique change, bouge, donc se transforme, mais ce changement, cette évolution, cette influence sur les phénomènes économiques, sur la réalité économique, le rôle des facteurs non économiques est primordial. On a montré comment le facteur religieux, très important, facteur des philosophes, facteur religieux, donc la période depuis le 7e siècle, le 8e siècle, 7e siècle, donc la période donc, dans la civilisation islamique, les civilisations chrétiennes, donc le rôle de l'Église aussi est très très important. Donc les questions morales, les questions religieuses qui vraiment affectent les initiatives des agents, parce que le côté moral, le côté religieux bloque certaines initiatives. Et c'est pourquoi donc il y a un mouvement, la question de Martin Luther, qui va donc rédiger, donc qui était professeur, qui était un théologien, et qui va vraiment défier l'autorité papale, l'autorité des papes, pour donc, c'est lui qui va donc faire être à l'origine de l'influence même sur toute la civilisation occidentale, l'influence sur la religion, sur le christianisme, à travers cette réforme des protestantisme. La réforme protestante donc était très importante et qui est plus en phase avec le développement capitaliste. C'est pas comme donc le catholicisme qui était quand même qui n'était pas favorable à certaines initiatives, à certaines pratiques, le pré-intérêt, l'enrichissement matériel. Donc c'était donc le catholicisme condamne donc certains actes, certaines initiatives, certaines pratiques, et qui est donc le développement capitaliste allait s'affranchir allait donc se développer, s'affranchir de la religion, une religion qui avait une grande influence avant le XVIe siècle, donc avant le développement du mercantilisme. Donc c'est pourquoi après l'hégémonie, le facteur économique serait plus politique. Donc on va passer de l'emprise de l'Église à l'emprise des États. On a vu comment donc la période 16e jusqu'au début du 18e, c'était une période
où l'économie était au service du prince, l'économie au service des rois, des monarques absolus. Donc le facteur non économique, politique, influence l'économie, rôle de l'État, l'influence donc des rois qui concentrent tout le pouvoir. On n'avait pas ces institutions, cette séparation des pouvoirs, le Parlement, le gouvernement. C'était donc un monarque de droit divin, donc un monarque donc, qui concentre toute la décision, qui va même, qui décide de tout, qui a sa part de la richesse, qui peut penser à sa manière. Donc, il y a un ouvrage de le sociologue Max Weber qui va donc sur cette question, l'éthique protestante et le développement du capitalisme, où il va montrer comment donc le développement capitaliste doit beaucoup à la réforme protestante, qui est plus malléable, plus propice au développement capitaliste par rapport à la fraction catholique. Donc là, on a montré comment donc le contexte de la révolution industrielle explique la naissance d'un véritable raisonnement économique. C'est-à-dire, c'est à partir d'Adam Smith, de l'école classique, qu'on peut parler de la genèse d'une véritable théorie économique. Avant, c'était des réflexions, des idées, des pensées, avec leurs limites, mercantilisme, physiocrate, mais une véritable théorie n'allait voir le jour qu'avec l'école classique, avec l'apport d'Adam Smith. C'est pourquoi Adam Smith est qualifié de père de l'économie politique, le père fondateur de l'économie politique, de la science économique. Même moi, je n'utilise pas trop cette expression de science économique. C'est pas une véritable science, mais quand même, elle est considérée ainsi. Je vais encore revenir sur cette. Lorsque j'ai montré comment David Ricardo dépasse la vision d'Adam Smith, la vision smithienne, en matière d'échange international. Donc, pour Adam Smith, donc, pour toute l'école classique, l'échange international est un jeu à somme positive, contrairement aux mercantilistes qui considéraient le commerce international comme un jeu à somme nulle. C'est-à-dire, c'est un stock, parce que cette conception du commerce international se justifie par leur conception de la richesse, qui est un stock de métaux précieux mondial. Donc, ce qui est gagné par un pays, il est perdu par un autre. Donc, c'est le même stock. Il est invariant. Donc, c'est-à-dire qu'on a un stock qui n'augmente pas dans la nature, donc il est là. Donc, ce qui est gagné par les uns est perdu par les autres. Donc, c'est pourquoi c'est un jeu à somme nulle. Par contre, pour les classiques, non. Les exportations, les importations, l'ouverture aux échanges internationaux cette ouverture fait augmenter la production. Donc, pour répondre aux besoins des autres populations dans d'autres territoires, il faut produire plus. Donc, voilà un plus de richesse, voilà une valeur ajoutée. Donc, c'est pourquoi elle considère que le commerce international est un facteur de croissance économique, de développement et de prospérité, et tous les États qui participent à l'échange international en sortent gagnants. J'ai donné le tableau sur concernant deux pays, le Portugal, l'Angleterre, avec deux produits, le vin et le drap. Donc, en termes d'heures de travail requises pour la production d'une unité de chaque bien. Donc pour produire, donc Portugal, le vin, pour le produire, il faut 80 heures, donc pour produire une unité. Pour le même pays, le Portugal, le drap, 90. Il faut retenir, pour donc rédiger ça sur, chez vous, sur un papier, Portugal, le vin, 80 heures, drap, 90. Pour l'Angleterre, une unité de vin, 120 heures. Pour l'Angleterre, une unité de drap, 100 heures. Pour Adam Smith, le Portugal, il est le mieux placé et c'est le pays qui a un avantage absolu dans les deux
dans la production des deux produits. 80 en matière de vin, 90 dans la production du drap. Parce que donc l'Angleterre, il n'a aucun avantage absolu, il ne doit pas participer à l'échange international. David Ricardo va dépasser cette vision pour travailler en termes de coûts relatifs. Qu'est-ce qu'il va mettre? Vous allez mettre coût comparatif, 20, une unité de vin sur des unités de drap. Vous allez mettre donc l'autre partie, une unité de drap sur un rapport des unités de vin. Donc, concernant une unité de vin par rapport à des unités de drap, vous allez mettre, donc pour le Portugal, vous allez mettre 80 sur 90. Donc, une unité de vin par rapport aux unités de drap, donc dans une situation autarcique, en Portugal, voilà, et nous donne 0,89. Une unité de vin donne 0,89 unités de drap. En Angleterre, qu'est-ce qu'il donne? Vous allez mettre une unité de vin, ça veut dire 120 en Angleterre. Par rapport aux unités de drap, sur un rapport sur 100, il donne un 20. Une unité de vin donne un 20 unités de drap. Ça veut dire qu'une unité de vin procure plus de drap sur le marché anglais, puisque, par exemple, pour les Portugais, une unité dans une situation autarcique. C'est quoi la situation autarcique? La situation autarcique, c'est l'autarcie, c'est-à-dire lorsque les pays n'entrent pas en échange international. Ils se limitent à donc à un échange interne, donc il n'y a pas une possibilité de faire l'échange avec les autres pays. La situation autarcique, donc l'isolement, l'autarcie. Donc, en autarcie, une unité de vin au Portugal donne 0,89 drap. Alors que s'il y a l'échange international, il va donner un 20 pour le drap, pour la production du drap. En Angleterre, au Portugal, une unité de drap donne un 12 unités de vin. Pour l'Angleterre, une unité de drap donne 0,83 unités de vin. Donc, pour l'Angleterre, une unité de drap donne uniquement 0,83 unités de vin. Par contre, une unité de drap donne sur le marché portugais un 12. Donc, les deux pays, s'ils entrent dans l'échange, ils vont gagner. Le Portugal, une unité de vin, il va se spécialiser dans le vin. Donc, une unité de vin, s'il l'exporte vers l'Angleterre, il va recevoir, donc une unité de vin va donner un 20 unités de drap. Et l'Angleterre aussi. L'Angleterre aussi, dans une situation autarcique, une unité de drap donne uniquement 0,83 unités de vin. Par contre, une unité de drap sur le marché portugais donne un 12. Donc, il vaut mieux avoir un 12 plutôt que 0,83 unités de vin. Voilà, donc les deux pays, s'ils sortent de l'autarcie, ils vont gagner. Donc, les deux pays vont sortir gagnants de l'échange international. Voilà donc la vision, le dépassement d'Adam Smith, le dépassement de David Ricardo par rapport aux avantages absolus d'Adam Smith. J'ai évoqué aussi cette question de l'état stationnaire, comment l'économie anglaise, Ricardo va montrer comment les économies, surtout l'économie britannique, dans une situation où on avait ces mesures protectionnistes, les core laws, comment ces mesures protectionnistes donc ont été adoptées pour faire face à partir de 1773, pour faire face à des prix élevés du blé, donc
à des prix très bas, qui vont donc faire la concurrence qui vont faire en sorte que les rentiers ne bénéficient pas de leur position. Donc, c'est pourquoi ça sera, des mesures vont être prises, vont être adoptées pour donc protéger, pour pas interdire carrément l'importation du céréal, du blé, mais pour limiter leurs importations dans le cas où les cours du blé, les prix du blé donc vont passer au-dessous d'un certain seuil. Donc, lorsque les denrées alimentaires seraient à des prix très très bas, donc il faut limiter leurs importations parce qu'ils vont faire une concurrence à la production locale. Et donc ça va nuire aux intérêts des propriétaires terriens qui profitent de leur position pour réclamer des rentes. Et surtout les conservateurs étaient dominants dans le Parlement britannique. Ils ne voulaient pas, et c'est pourquoi, qu'est-ce qu'ils véhiculent pour défendre leur position, leurs intérêts, que la Grande-Bretagne doit assurer son autosuffisance alimentaire, ça doit assurer donc son indépendance par rapport au pays, et donc le pays doit produire lui-même les produits céréaliers dont il a besoin. Voilà, donc, et Ricardo va critiquer ces conservateurs en tant que libéral. Il était aussi membre de la Chambre des communes, donc il va critiquer en faisant savoir que ce que défendent les propriétaires terriens, les propriétaires fonciers, ce n'est pas l'intérêt national, mais c'est leurs propres intérêts. Voilà, donc, et ces corn laws, ces lois sur le blé, ces lois fermières, lois agricoles, donc le Parlement britannique va, en 1846, donc voter pour la suppression des droits de douane sur les importations. Donc, il y aura donc une libéralisation donc, du prix du blé. Donc, voilà. Et il y a un auteur qui va critiquer, qui fait partie de la première école historique allemande, c'est un Allemand, Friedrich List, qui va critiquer Ricardo, la position de Ricardo, en faisant savoir que le libre-échange prôné par Ricardo n'est guère favorable à tous les pays et qu'il est surtout profitable à cette puissance économique de l'époque qui est l'Angleterre, puisqu'il est en avance sur les autres et que s'il y a le libre-échange, donc les exportations anglaises vont ruiner le monde parce qu'il est dans une position de compétitivité, il est mieux placé, il est le pays qui a connu la révolution industrielle, donc l'abolition des barrières protectionnistes et le libre-échange va ruiner les pays qui ont un niveau de développement inférieur à celui de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Donc, pour Friedrich List, le libre-échange de Ricardo n'est qu'une machine de guerre économique au service de la Grande-Bretagne. Et donc, il était très critique vis-à-vis de la position de Ricardo. Et c'est pourquoi, lorsqu'on parle de Friedrich List, on invoque l'expression et le concept de protectionnisme éducateur. Ce n'est pas un protectionnisme durable, mais c'est un protectionnisme provisoire, limité dans le temps. C'est-à-dire que les États ont intérêt à dresser des barrières protectionnistes, les États qui sont en voie d'industrialisation, qui n'ont pas un niveau de développement similaire à celui de l'Angleterre à l'époque. Donc, pour List, ces pays ont intérêt à mettre en place, dans un premier temps, des barrières protectionnistes, le temps de se développer, le temps d'atteindre une maturité économique. Et donc, lorsqu'ils vont atteindre un niveau de développement égal à l'Angleterre, pour List, à ce moment-là, ils peuvent abolir les frontières et donc adopter le libre-échange, tel qu'il est prôné par David Ricardo. J'ai évoqué
un auteur français aussi, Frédéric Bastiat, Frédéric Bastiat, qui est moins connu que Jean-Baptiste Say, mais qui est le plus opérationnel, qui est le plus opérationnel depuis les années 80, depuis 1980. Donc, pas mal de théoriciens comme Hayek, et pas mal aussi d'hommes politiques, comme surtout la vague du libéralisme en Angleterre sous Thatcher ou sous Reagan aux États-Unis. Donc, vont s'inspirer de certains auteurs comme Laffer, mais aussi des écrits de Bastiat, parce qu'il avait quand même des idées originales par rapport à Jean-Baptiste Say. C'est lui qui a, il a pu avoir ces idées sur le libéralisme, parce qu'il défendait le libéralisme, il était contre l'intervention de l'État. Pour lui, donc, l'État il va accuser l'intervention de l'État, donc, comme étant une grande fiction. C'est une fiction pour Bastiat, une fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens des autres. Donc, voilà, c'est ça pour lui l'intervention de l'État. Donc, Bastiat, il n'était pas seulement un économiste, il était un homme politique. Il était un homme politique, il était un journaliste, il écrivait dans le journal des économistes, et il rédigeait pas mal d'articles dans ce journal fondé par Adolphe Blanqui, pas Auguste Blanqui, Adolphe Blanqui le libéral, qu'on a développé déjà, l'économiste qui a été à l'origine de cette expression de révolution industrielle. Donc, il était aussi pourquoi il allait défendre le libéralisme, parce qu'il a hérité aussi une entreprise de négoce de ses parents, et il va souffrir à l'époque du protectionnisme français. Donc, il va être ruiné aussi au niveau de son commerce, dans le sud-ouest de la France, et donc il va vraiment être très virulent dans ses critiques vis-à-vis du rôle de l'État. Donc, il est considéré comme un pionnier du libéralisme qui s'oppose au protectionnisme, et surtout, pour lui, le protectionnisme, il va s'opposer au protectionnisme, l'accusant comme étant à l'origine des prix élevés. Et pour lui, lorsqu'il y a des prix élevés, donc ça va donc peser sur l'activité économique. Donc l'absence de concurrence fait en sorte que ces prix élevés. Donc lorsqu'on a un protectionnisme, ça veut dire qu'on n'a pas une concurrence. Et donc pas de concurrence, les prix augmentent. Et lorsque les prix augmentent, ça va aussi frapper le pouvoir d'achat du consommateur. Donc, c'est ça. Donc, pour lui, il était donc favorable à un système fournissant l'harmonie des intérêts. Il a plusieurs ouvrages, Harmonie économique, mais il a aussi d'autres ouvrages, l'ouvrage Sophisme économique, où il va montrer, parce qu'il a un raisonnement, il est donc connu pour un mode de raisonnement qu'il a développé. Ce raisonnement, toujours pour lui, les économistes, certains économistes, donc ne développent que les idées visibles et oublient ce qui est invisible. Donc c'est ça son mode de raisonnement. Il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Pour lui, c'est lorsque quelqu'un reçoit, c'est parce qu'un autre a donné. C'est ça. Donc, il a ce mode de raisonnement. Il raisonne en termes de ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Et pour lui, certains économistes, surtout les interventionnistes et d'autres, donc, oublient ce côté invisible des politiques économiques. Le côté, c'est-à-dire les effets, parce qu'il a souffert aussi dans son entreprise. Donc, les effets invisibles, les effets, donc, c'est-à-dire qu'il
qu'il y a des effets qui ne sont pas développés, des effets invisibles qui ne se voient pas par les économies. Donc, les effets invisibles dont souffrent d'autres acteurs donc à travers donc, des politiques économiques, mais aussi à travers ceux qui développent des théories et qui sont donc des théories exploitables. Donc j'ai montré l'autre fois, la dernière intervention, comment il va donc rédiger cette lettre fictive, adressée, cette lettre fictive des producteurs de chandelles, donc ce matériel d'éclairage, ce matériel d'éclairage, c'est-à-dire comment les producteurs de chandelles vont demander au roi Louis-Philippe de chasser le soleil du territoire national parce que le soleil leur fait une concurrence déloyale, c'est-à-dire va prendre un décret pour donc imposer à ceux qui ont aux habitants de fermer les fenêtres et d'avoir donc le noir dans leur maison. Et pour cette raison, ils vont être obligés d'utiliser les chandelles. Et donc, pour sauver les emplois, donc, il va montrer à travers cet exemple comment chaque profession allait défendre son intérêt. Et c'est pourquoi, pour lui, l'État ne sert jamais l'intérêt général. L'intervention de l'État, il est toujours au service d'intérêts particuliers. Donc, c'est ça son raisonnement. C'est-à-dire qu'il y a des corporations, il y a des professions, chacun va essayer de défendre sa position, son précaré, alors que donc l'État, pour lui, n'est jamais dans l'intérêt général. Lorsqu'il intervient, il va fausser le jeu, il va s'éloigner de l'intérêt général. Donc, son libéralisme, le libéralisme de Bastia, s'accompagne donc aussi, il avait des idées progressistes à l'époque, donc il était favorable au droit syndical, donc au dialogue social équilibré, il était farouchement opposé à la peine de mort et à l'esclavage. Donc j'ai souligné comment donc Frédéric Bastiat allait mourir, c'est vrai, la dernière année, en 1850, il va aller décéder à Rome, donc en Italie, suite à la maladie de la tuberculose. Donc, il avait une statue donc, dans une petite ville dans le département des Landes, à Mugran, une statue et une place donc, qui porte son nom. La place Frédéric Bastiat, donc dans ce département, qui est normalement un département qui vote à gauche, qui est donc depuis des années, donc, mais quand même, dans les pays développés, ces questions, donc les intellectuels, les économistes, ils servent leur pays, qu'ils soient de gauche ou de droite, donc ils sont quand même, c'est pas un problème, parce que la gauche et la droite, c'est pas la rente. Le libéralisme, il peut quand même avoir des effets positifs, même si là, c'est ce côté négatif sur la justice sociale, mais quand même, c'est pas dramatique comme une orientation rentière qui est vraiment plus catastrophique que le libéralisme. Pour Malthus, donc Thomas Robert Malthus, donc 1766-1834. Donc le Malthus il est très connu. D'ailleurs, il peut être actuel puisqu'il y a encore un néo-malthusianisme, ou bien le malthusianisme qui est une attitude politique. Même si Malthus n'est plus là, il y a des idées malthusiennes, il y a des courants malthusiens, des attitudes malthusiennes. Lorsqu'un pays va faire une politique nataliste, par exemple la Chine, lorsqu'il va imposer l'enfant unique, la planification familiale, lorsqu'on va porter le souci d'avoir une famille
moins nombreuses, on est dans le malthusianisme. C'est-à-dire c'est une attitude politique ou économique qui prend le contrôle démographique pour maîtriser donc les ressources, sachant que les ressources donc sont limitées. Donc Malthus était pessimiste. À l'époque, Malthus donc était aussi donc il est le seul à occuper à l'époque une chaire d'économie politique jusqu'à sa mort. Il était pasteur de l'Église, donc il était pasteur au niveau de l'Église. Et Malthus donc, il va rédiger deux apports importants, les apports les plus importants deux ouvrages. Le principe de l'économie politique, ça sera en 1820, mais un essai sur le principe de la population en 1798. Donc le premier, c'est l'essai sur le principe de la population. Le deuxième, c'est en 1820, où il va développer son côté économique. Donc, Malthus donc, il va heurter ce qui est dominant à l'époque, c'est-à-dire les idées dominantes à l'époque, c'était les idées des mercantilistes Jean Baudin, il n'est de force et de richesse et de puissance que d'hommes. Donc c'était le natalisme. Il y avait donc à l'époque, c'était donc les idées étaient favorables à une croissance de la population. Il y avait des humanistes, donc il fréquentait aussi des humanistes, il fréquentait pas mal d'humanistes, il fréquentait Adam Smith, William Godwin, Jean-Jacques Rousseau, David Hume. Voilà, il fréquentait à l'époque ce milieu intellectuel, mais quand même, il va se distinguer de plusieurs, il va se distinguer sur plusieurs idées, notamment donc il va être vraiment très sévère vis-à-vis des familles nombreuses. Il va être très sévère et le fait qu'il a exercé cette fonction de pasteur auprès de l'Église, donc auprès des personnes vivant dans la précarité. Donc, il va prendre en charge l'assistance aux personnes donc, dans la précarité. Il va en tirer les leçons. Parce qu'il va être au contact de la misère. Donc, la misère à l'époque, il n'y avait pas de loi sociale. Donc, vers la fin du 18e jusqu'à la première moitié du 19e, donc il n'y avait pas de loi sociale. Il n'y avait pas un droit, donc il n'y avait pas vraiment un droit syndical. Les salaires étaient très bas. Donc il y avait beaucoup de problèmes, l'habitat insalubre, la misère, la malnutrition. Donc l'habitat, c'était des bidonvilles, donc les conditions étaient catastrophiques. Donc lui, donc il va en tirer le leçon de cette proximité avec les couches précaires, pauvres. Il va en tirer les leçons. Il va adopter une position qui ne va pas passer auprès de ses amis, puisque pour lui, donc, il va montrer comment la population croît selon une suite géométrique, alors que la production alimentaire agricole croît selon une suite arithmétique. Donc, pour lui, les évolutions sont discordantes, l'évolution entre la croissance de la population, la croissance de la production, des produits alimentaires, il y a une évolution discordante. Donc, la population croît de façon plus vite que la production alimentaire. Et pour Malthus, cette évolution discordante donc, finira par entraîner l'économie vers des situations de pénurie et des situations de famine. Donc, c'est pourquoi donc, Malthus, parce que pour lui,
il croit, l'hypothèse de départ, c'était les rendements décroissants. Les rendements décroissants, c'est-à-dire que lorsque la population augmente, on doit cultiver de nouvelles terres qui sont de moins en moins fertiles, ce qui fait que la productivité baisse. Donc, ça veut dire que les rendements baissent lorsque la population augmente. Donc, pour lui, donc, il faut trouver des solutions. Il appelle à mettre en place des moyens préventifs à travers une politique économique, à travers aussi à travers donc la mise en place de pas mal de moyens. Et il va recommander à ce que les pauvres, à ce que les précaires ne se marient pas. C'est-à-dire pour lui, les personnes pauvres, les personnes qui n'ont pas les moyens de fonder une famille, les personnes donc qui sont dans une situation de pauvreté, doivent se marier, soit se marier tardivement, après l'âge de 40 ans, soit la chasteté, soit rester célibataire. C'est-à-dire pour lui, les pauvres, s'ils sont encouragés à se marier, ils ne vont que produire des enfants. Donc c'est pourquoi il était très sévère. Il était très sévère par rapport aux idées des autres et par rapport surtout vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis des couches pauvres. Il était très sévère. Donc voilà parmi les moyens. Il va aussi recommander à ce que l'État n'apporte pas des aides sociales, et il va critiquer comment la construction à l'époque, l'Angleterre allait construire des logements sociaux pour les pauvres. Et lui, il va critiquer dans un article cette position de l'État anglais vis-à-vis des pauvres. Il ne voulait pas que l'État s'implique dans tout ce qui est social. Pour lui, il ne faut pas aider socialement les pauvres, il faut les laisser crever de faim. La nature ne tardera pas de les faire disparaître. Ils sont de trop sur Terre. Et d'ailleurs, Marx, lorsqu'il va rédiger son rapport, il va critiquer Malthus, lorsqu'il va vraiment dire que s'il y a un homme de trop, c'est M. Malthus. Donc, et il y a, pour Malthus, il y a d'autres moyens, on les appelle donc les moyens destructifs, d'autres moyens qui peuvent augmenter la mortalité. Les moyens préventifs baissent la natalité, les moyens destructifs augmentent la mortalité, comme les catastrophes naturelles, donc les épidémies. Peut-être que cette crise sanitaire globale du Covid-19, peut-être qu'on ne va pas dire qu'il donne raison à Malthus, mais Malthus d'ailleurs, il n'a jamais eu raison parce qu'il a oublié le rôle du progrès technique dans l'augmentation de la productivité. Que même la terre qui n'est pas fertile devient fertile par les fertilisants, par les innovations, par le progrès technique. Vous voyez, c'est-à-dire que voilà, on est à plus de 7 milliards dans le monde et il n'y a pas un problème de pénurie. S'il y a des famines en Afrique ou dans d'autres, c'est pas parce qu'il n'y a pas de ressources. Il y a des produits alimentaires qu'on jette dans les océans pour maintenir les prix. Donc, ça veut dire que Malthus, il a fait cette erreur d'ignorer le progrès technique. Donc, les moyens destructifs, les épidémies, les catastrophes, qui font en sorte que la population baisse. Mais pour lui, c'est la famine, surtout, il croit surtout en la famine. C'est la famine les famines qui vont vraiment se charger de réduire le nombre de personnes, donc de réduire le nombre de personnes qui vont décéder. Voilà, donc Malthus, il a ses idées,
en matière de population, mais il a aussi des idées, et Malthus, il a aussi des idées en matière il a des idées en matière de demande, il a des idées en matière de demande, Malthus, il a des idées en matière de demande, parce que pour lui, il va pas partager toutes les idées de l'école classique, surtout la question de l'offre et la demande. Donc, il va quand même montrer comment l'investissement conduit à un manque de demande. Donc, l'entrepreneur qui investit cherche non pas à améliorer son revenu, mais à évincer ses concurrents. Donc, il ne dépense pas nécessairement de façon immédiate le profit qu'il tire de son investissement, car ce profit n'est pas son objectif premier. Voilà, donc c'est ça. C'est-à-dire que l'investissement, l'objectif de l'investisseur, l'entrepreneur, c'est pas d'investir, mais surtout d'évincer ses concurrents. Donc, il ne dépense pas nécessairement de façon immédiate le profit qu'il tire de son investissement, car ce profit n'est pas son objectif premier. De ce fait, il crée donc une offre sans créer la demande correspondante. Donc voilà, cette distorsion entre l'offre et la demande conduit à la déflation. Donc pour Malthus, il y a un problème de demande. Donc il y a un problème de demande. Donc lorsqu'on a cette distorsion entre l'offre et la demande, donc c'est-à-dire que la demande est inférieure, est insuffisante par rapport à l'offre, donc on aura la déflation. C'est pas sur le contraire donc de l'inflation. Donc cette distorsion est d'autant plus néfaste qu'il favorise le rentier, non pas celui qui possède les terres, mais celui qui détient les titres publics. Malthus, il va donc, pour éviter le danger de la déflation, cette insuffisance entre l'offre et la demande, pour lui, l'État peut mobiliser deux moyens pour absorber donc cette offre et pour éviter la déflation. Donc pour Malthus, il faut favoriser les groupes sociaux, donc des groupes sociaux qui consomment plus, et qui ont les moyens. Même si, c'est-à-dire, pour lui, les dépenses improductives, c'est important. Même s'ils sont improductives, les dépenses des dignitaires, donc les personnes donc les dignitaires de la couronne, les prêtres, les hauts fonctionnaires, les hommes d'État. Donc pour lui, leur consommation, leur train de vie, leurs dépenses, même s'ils sont improductives, ils contribuent à la lutte contre la déflation, à la consommation, à absorber l'excès de l'offre. Deuxième moyen, donc l'investissement public. L'État doit investir. Donc pour montrer l'utilité de la demande publique, donc Malthus prend l'exemple de la récession de 1817. Après la victoire donc sur Napoléon, le gouvernement a cru bon de baisser les impôts. Simultanément, donc il a diminué les dépenses pour ne pas alourdir la dette publique. Or, comme la demande privée n'a pas pris le relais, elle a précipité l'économie dans la crise. Donc voilà, donc Malthus, il est favorable à l'intervention de l'État pour investir, pour faire l'investissement public. Lorsqu'il y a l'investissement public, donc l'État va acheter des biens d'équipement, l'État va embaucher, va distribuer des salaires. Ces salaires vont se répercuter sur donc la production, et donc il y aura, donc on va revenir à cette égalité offre et demande. C'est pourquoi Malthus il est considéré comme le précurseur, l'initiateur d'un courant qui sera développé plus tard, lorsque la crise de 1929 donc va vraiment va toucher les économies dans le monde, surtout cette longue dépression qui commence depuis 1913, mais donc cette crise donc qui va montrer donc qui va mettre à jour le rôle
le rôle d'un grand économiste, John Maynard Keynes. Donc, c'est dans ce contexte de crise de 1929 et de longue dépression que l'apport de Keynes s'est révélé un apport crucial, primordial dans l'histoire du capitalisme, puisqu'il va montrer comment dépasser la crise et comment faire en sorte que les crises de surproduction soient donc dépassées par l'intervention de l'État et par la répartition secondaire, donc par la répartition secondaire de revenus, par l'intervention de l'État en tant qu'investisseur, en tant qu'agent qui subventionne, par la politique budgétaire, mais aussi par la politique monétaire, à travers la baisse des taux d'intérêt, à travers la création monétaire, l'augmentation de la masse monétaire. Donc voilà, Keynes, Malthus est considéré comme un précurseur du keynésianisme. Donc le courant keynésien qui montre le rôle de l'État en matière d'investissement public pour soutenir la demande globale, soutenir la consommation et l'investissement et dépasser la crise. Voilà, donc je vais évoquer deux auteurs importants qui normalement ils font partie, moi je ne sais pas, ça dépend. Des fois, on les mentionne parmi les classiques, mais dans pas mal d'ouvrages, ils sont considérés comme des précurseurs du socialisme. Donc on va voir le socialisme, les réactions socialistes, le socialisme utopique, le marxisme, l'intervention prochaine, mais moi, je préfère insérer ces deux auteurs dans le chapitre sur le conte classique. Il s'agit de Jean-Charles Léonard Sismond de Sismondi, il est qualifié généralement de Sismondi, et le deuxième c'est Thomas Hodgkin. Donc pourquoi ils sont considérés comme, pourquoi on les insère, on considère qu'ils sont des socialistes, des précurseurs du socialisme, parce que même s'ils vont s'inspirer des classiques, de certains classiques, ils vont quand même critiquer certaines positions des classiques, surtout par exemple Sismond de Sismondi. Il va montrer comme Malthus et comme Keynes plus tard, il va montrer comment donc cette loi du seuil, cette loi des débouchés du seuil n'est pas toujours vérifiée. N'est pas toujours vérifiée. C'est que ça veut dire qu'il y a des crises de surproduction, qu'il y a un problème de demande, un problème surtout de consommation. Pour lui, la consommation est bridée par la concurrence. Et donc, pour lui, il y a ce problème d'inégalité entre l'offre et la demande. Donc il va demander à mettre en place des moyens pour soutenir la consommation. Donc, lui, c'était un Genevois qui va être enthousiasmé par les écrits d'Adam Smith, et donc il va se marier avec une Anglaise en 1819. Donc, mais c'est à l'occasion de ce mariage qu'il va donc, et de sa vie en Angleterre, qu'il va être donc très frappé et très consterné par les conditions de vie des ouvriers de cette première puissance économique à l'époque mondiale. Et donc, il va publier un ouvrage intitulé Nouveaux principes d'économie politique, donc publié en 1819, la même année de son mariage. Donc, Sismondi va rompre avec les idées des économistes classiques. Il va développer une critique systématique du système capitaliste, du capitalisme, une critique systématique du système capitaliste, mais aussi une critique des écrits du classique, et notamment de Jean-Baptiste Say. Donc pour Sismondi, l'offre ne crée pas en principe une demande suffisante. Ce n'est pas comme Jean-Baptiste Say dans la loi des débouchés, ou bien qualifiée de loi du Say. Pour lui, donc pour Jean-Baptiste Say, toute offre crée sa propre demande. Les produits s'échangent contre les produits. La monnaie n'est qu'un voile. Donc pour Sismondi,
l'offre ne crée pas automatiquement une demande suffisante et équivalente. Donc, il annonce en conséquence que la sous-consommation, le manque de consommation, la concurrence qui conduit à des baisses des prix et l'incertitude qui paralyse les investissements, tous ces moyens, sous-consommation, concurrence, incertitude, des agents qui paralysent surtout les investisseurs, tous ces moyens vont finir par détruire l'économie de marché, l'économie capitaliste. Donc, la solution, c'est de soutenir la demande. Donc, les mêmes idées que Keynes, soutenir la demande. Sismondi envisage pour cela 3 politiques économiques possibles. La première politique économique, il va qualifier cette première politique d'égyptienne, qui consiste à faire assumer par l'État une partie significative de la demande sous forme de grands travaux. C'est-à-dire l'État, cette politique, la première politique économique égyptienne, donc l'État va encourager la politique des grands travaux, c'est quoi? C'est-à-dire la politique d'investissement public. L'État investisseur. L'État va mobiliser son budget pour investir, l'investissement public. Et lorsqu'il y a l'investissement public, l'investissement et la consommation vont augmenter. L'État, lorsqu'il va mettre en place une politique de grands travaux, les ponts, les infrastructures, les routes, qu'est-ce qu'il va faire? Les barrages, il va acheter les biens d'équipement. Voilà, les entreprises qui produisent les biens d'équipement vont donc écouler leurs produits. Il va embaucher des travailleurs, des ouvriers, à qui l'État va aller verser des salaires, et ces salaires vont se répercuter sur la consommation des biens, de consommation. Voilà l'écoulement des produits, la consommation, les biens de consommation et les biens d'équipement. Les biens d'équipement, les machines, d'autres. Deuxième politique économique, donc préconisée par Sismondi, il est qualifié de sybarite, S-Y-B-A-R-I-T-E. Cette politique économique repose sur un système de distribution du pouvoir d'achat. Système de distribution du pouvoir d'achat. Pour Sismondi, le problème central de l'économie est que si les entreprises augmentent les salaires, ils augmentent leurs coûts, réduisent leur profitabilité, le profit, et finissent par faire faillite. Mais s'ils maintiennent des salaires trop bas, ils ne trouvent pas en face d'elles des débouchés suffisants. Il envisage donc que l'État se fasse gestionnaire. Donc c'est pourquoi c'est l'État qui doit faire ce travail, ce travail d'une politique de revenus fondée sur une large redistribution organisée à partir de la fiscalité. C'est-à-dire que pour augmenter les salaires, le pouvoir d'achat, donc ça ne sera pas un travail du secteur privé. Donc les entreprises ne peuvent pas augmenter les salaires parce que le salaire fait partie du coût. Il est considéré par l'investisseur comme un coût et non pas comme un revenu. Donc c'est l'État qui doit faire ce travail d'augmenter le pouvoir d'achat, subventionner les salaires, des subventions versées aux ouvriers. Donc c'est pas la consommation, c'est pas seulement un salaire, c'est des subventions à côté. Le pouvoir d'achat d'un individu, c'est plusieurs revenus, c'est des salaires, mais aussi c'est des revenus versés par l'État pour augmenter le pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat va se répercuter sur la production, sur l'offre qui sera écoulée. Donc, pour qu'il y ait donc une demande suffisante. Troisième politique économique de Sismondi, qui a à sa faveur, est une politique qu'il qualifie d'athénienne. Il s'agit d'éviter en référence à Athènes, à ce qui se passait dans la Grèce antique. C'est pourquoi il a qualifié cette politique d'athénienne. Vous allez voir pourquoi. Donc, c'est surtout pour favoriser, détourner l'attention des personnes, des individus, pour qu'ils donnent plus d'importance au côté culturel,
aller consommer la culture, et non pas seulement les produits alimentaires. Donc, développer d'autres occupations, c'est ça. Il s'agit d'éviter la surproduction en réduisant le temps de travail. Réduire le temps de travail pour ne pas produire plus. Et le temps, et lorsqu'on va réduire le temps du travail, les personnes auront la possibilité, puisqu'ils ne vont pas travailler toute la journée, ils auront la possibilité d'aller s'occuper d'autres choses. Cela aura pour conséquence de favoriser le développement de la culture et de créer, comme dans la Grèce antique, des lieux d'échange et de discussion entre les citoyens, la participation à la politique au sein de l'Agora. La crise de 1925 a en partie confirmé les thèses de Sismondi sur les difficultés de l'économie anglaise à écouler sa production. Donc, Sismondi Karl Marx, il va reconnaître en lui comme le premier, comme un auteur qui a affiché une critique systématique du capitalisme, de l'économie de marché. Mais il va lui reprocher son côté petit bourgeois. Donc, il va considérer que Sismondi ne cesse de montrer dans ses écrits, de rêver d'un monde nostalgique où les élites vont se rassembler en académies savantes comme au XVIIIe siècle. Donc, pour lui, Sismondi, il a un côté petit bourgeois. L'autre auteur, c'est Thomas Hodgkin, 1700, H-O-D-G comme Golf S-K-I-N, 1787, date de décès 1869. Donc, il n'est pas très connu, hein. C'est rare que cet auteur, mais moi j'avais à l'époque, les années 80, j'avais des ouvrages uniquement et spécialement sur cet auteur qui s'inspire trop de Ricardo, donc qui s'inspire. Il fait partie du groupe qualifié de les socialistes ricardiens. Moi, dans les ouvrages, je trouve ça, mais je trouve ça passe mal chez moi, socialiste ricardien, sachant que Ricardo est un libéral, socialiste ricardien, on va voir, parce que il va partir de l'idée que ce qui fait la valeur d'un bien, c'est la quantité du travail incorporé dans chaque bien. Donc, c'est l'idée de Ricardo. Donc, c'est de cette idée qu'il va montrer. Donc, il va montrer comment, lorsqu'autre chose est rémunérée, c'est-à-dire pour lui, lorsqu'on rémunère autre chose que le travail, c'est un détournement. Pour lui, tous les revenus doivent être issus de l'effort et du travail. Donc, les revenus qui n'ont pas un rapport avec le travail, pour lui, c'est un détournement de ressources. Et c'est pourquoi il va condamner, comme Ricardo, sur ce point de la rente, pour lui, la rente, c'est une spoliation. Mais il va dépasser Ricardo parce que pour lui, même le profit n'est pas justifié, contrairement à Ricardo qui considère le profit comme le carburant de la croissance économique. Parce que pour lui, Ricardo s'est battu pour défendre restaurer le profit par rapport aux deux revenus qui augmentent, les salaires et les rentes. Donc, c'est pourquoi Hodgkin, puisqu'il va défendre le travail, c'est pourquoi on va lui reconnaître cette qualité, il le qualifie de socialiste. Donc, pour lui, il va rédiger plusieurs ouvrages dans l'objectif de mettre l'économie à la portée de tout le monde, de tous. Donc, il va s'appuyer sur les travaux de Ricardo pour dénoncer l'organisation de la société, puisque la valeur des biens dépend de la quantité du travail incorporé. Tout ce qui rémunère autre chose que le travail est un détournement de richesse.
Donc, il se joint à Ricardo pour considérer que la rente est une forme de spoliation, mais il va plus loin en affirmant que l'on va de même pour le profit. C'est vrai qu'il n'a pas condamné, qu'il ne condamne pas par principe la propriété privée. Et il estime donc, puisqu'il estime comme le philosophe John Locke c'est un philosophe donc libéral qui va donc défendre la propriété privée. Pour John Locke, la propriété privée, il est antérieure à la société. Avant que les lois politiques ne soient donc adoptées, pour John Locke, l'homme avait ce rapport naturel avec la terre. Donc, pour lui, la terre et le travail, c'est la même chose. Donc, c'est ça, John Locke. Donc, il va aussi montrer que le rapport de l'homme, John Locke va montrer que le rapport de l'homme à la nature se définit par le travail. Donc, pour lui, l'homme n'est pas naturellement un animal politique, mais c'est un animal qui possède, c'est un animal propriétaire et travailleur. C'est ça, John Locke. Donc, propriétaire parce qu'il travaille et travailleur parce qu'il est propriétaire. Et donc, Hodgkin va, même s'il ne condamne pas donc le principe de la propriété privée, donc il estime quand même que cette propriété privée ne peut être fondée que sur le travail. C'est-à-dire la terre appartient à celui qui la cultive. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que la propriété privée ne doit pas être, c'est-à-dire ne doit pas être un moyen de tirer des revenus en dehors du travail. Ne doit pas être un moyen de mettre en place une position dominante, une position donc comme c'est le cas à l'époque à travers donc des rentes qui étaient versées aux propriétaires terriens, même s'ils ne travaillent pas. Il dort et il a son revenu. La rente. Pourquoi ce concept de rente? La rente d'aujourd'hui, ce qui se passe dans pas mal de pays africains, des pays arabes, dans notre pays et dans d'autres, donc cette question d'économie de la rente, pour la développer, il faut remonter aux idées de Ricardo et aux idées de ses auteurs. Comment donc on peut avoir la richesse sans travail? C'est ça l'économie de la rente. Les autorisations politiques, les agréments, les licences de pêche, les carrières, les distributions de terres aux notables, aux hommes politiques, aux ministres, aux gouverneurs, aux walis, tout ça. C'est ça l'économie au service des puissants, à travers une économie rentière, à travers des autorisations politiques, c'est-à-dire le politique et l'économique est très lié. Ceux qui ont le pouvoir abusent de leur position pour faire la prédation et pour détourner les ressources. Voilà, c'est pourquoi, c'est vrai, ces auteurs doivent être qualifiés de socialistes parce qu'ils vraiment, ils s'attaquent à un domaine très, très important. Parce qu'ils considèrent que des personnes ne travaillent pas, ne font pas d'efforts, ils ont des richesses colossales. Et celui qui travaille a un salaire maigre. Voilà, c'est ça. Et donc Hodgkin, donc, il va considérer donc, que le travail, que la propriété privée ne peut être tolérée que lorsque il a un rapport, il est étroitement lié au travail. C'est-à-dire, donc, voilà, celui qui la met en culture et la rémunération qu'il reçoit doit être représentative de l'effort qu'il fournit. Donc, c'est pourquoi Hodgkin, donc, il était indigné de voir comment on a des crises de surproduction et en même temps on a des famines. En même temps on a des gens qui crèvent de faim, qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Donc il y avait une situation paradoxale. Donc pour lui, il attribue ce paradoxe au fait qu'il existe des revenus sans travail qui limitent la production et en fin de compte les dépenses des travailleurs. Donc Hodgkin, donc, il était réformateur sur le plan politique et il symbolise donc le mouvement du socialisme traditionnel qui allait se développer durant cette période dans le cadre de ce socialisme utopique, mais aussi dans le cadre du socialisme scientifique
de Karl Marx. Il y a un auteur aussi qui s'est inspiré de Ricardo, c'est Piero Sraffa. Piero Sraffa c'est un grand économiste du XXe siècle, mais qui n'est pas très connu. Il va donc, suite à des problèmes dans son pays, il va donc immigrer en Angleterre. C'est un Italien, Piero Sraffa. Il va se lier d'amitié avec John Maynard Keynes, qui va l'aider pour travailler comme bibliothécaire à l'université de Cambridge, et qui va être chargé de faire la réédition de toutes les œuvres de David Ricardo. Piero Sraffa, donc, il va donc développer les idées de Ricardo, cette question de production des marchandises par les marchandises, et surtout Piero Sraffa aussi, il va se lier d'amitié avec Antonio Gramsci, cet intellectuel marxiste révolutionnaire qui était le fondateur donc du Parti communiste italien, qui va donc être emprisonné à partir de 1927 jusqu'à sa mort en 1937, parce qu'il va être donc à l'avant-garde des idées révolutionnaires, les idées qui vont déranger Mussolini à l'époque. Mussolini en Italie, donc qui a mis en place, bien Mussolini qui faisait partie du Parti socialiste, il va être écarté lorsqu'il va donc prendre une position favorable de la participation à la guerre de l'Italie, donc en 1914, et Mussolini donc va prendre le pouvoir et en Italie, donc il va mettre en place un système fasciste, le fascisme en Italie. Donc il va donc vraiment pourchasser les communistes, les socialistes, les mettre en prison, et Antonio Gramsci a vraiment, Piero Sraffa va aider beaucoup Gramsci jusqu'à sa mort. Donc peut-être qu'on va évoquer le contexte Gramsci, tout ça, le contexte du fascisme, le contexte du nazisme, on va l'évoquer lorsqu'on va développer le keynésianisme, parce que entre les deux guerres, la période de 1913 jusqu'à 1945, donc on va développer le contexte historique de l'époque. On sera obligé de montrer les raisons qui ont fait qu'on avait cette dépression, cette longue dépression, ce cycle récessif qui commence depuis 1913, selon les historiens, jusqu'à 1945, l'année donc de la reprise d'une période d'expansion, la période des 30 glorieuses, les 30 années de gloire, sur le plan de la croissance économique et sur le plan de l'échange international, qui va donc cette phase d'expansion qui va durer jusqu'à la crise stagflationniste de 1973. Donc cette période qui a été largement influencée par les idées keynésiennes, puisqu'à l'époque 45-73, le rôle de l'État dans le monde, le rôle des États était très important en tant que régulateur, en tant qu'investisseur régulateur, aussi en tant que redistributeur, et aussi en matière d'allocation des ressources. Si on se réfère à trois fonctions de Richard Musgrave, ces fonctions étaient pleinement assumées par les États dans le monde, mais la crise de 1973 allait vraiment être un coup fatal pour les idées keynésiennes, et ça sera exploité par les auteurs libéraux, donc qui vont faire un retour en force sur la scène des théories économiques et même en matière d'influence des politiques économiques, notamment Milton Friedman et d'autres, Thurlafer, Hayek et tout ça, donc qui vont donc saisir cette occasion pour dénoncer le keynésianisme comme étant à l'origine de la crise. Ils vont dire que s'il y a crise, c'est parce que l'État intervient trop et qu'il faut un retour à l'État minimal, un État qui n'intervient pas économiquement et socialement. Donc ils vont accuser le keynésianisme d'être un courant inflationniste. Donc les idées keynésiennes, donc ils vont les rendre responsables de l'inflation par la masse monétaire, la création monétaire. Ils vont donc accuser le keynésianisme sur le plan en matière d'effet d'éviction, c'est-à-dire l'État qui va s'endetter sur le marché financier, et donc ça sera l'occasion que les taux d'intérêt vont augmenter, ce qui fait évincer le secteur privé. Il va aussi accuser le keynésianisme sur le plan
de la fiscalité. Trop d'impôts tue l'impôt, c'est-à-dire une fiscalité lourde décourage l'investissement. Trop d'impôts tue l'impôt, c'est donc la courbe de l'affaire, c'est-à-dire à partir d'un certain niveau de fiscalité. Donc, toute augmentation d'impôts entraîne une baisse des recettes fiscales, du fait donc du comportement des agents économiques, des investisseurs qui vont soit cesser toute activité au niveau du territoire, soit délocaliser donc leurs activités dans un autre pays étranger. La semaine prochaine, donc, il y aura les vacances, donc ça sera après les vacances, donc le mois de février, lorsque l'examen, lorsqu'on va donc être au courant de des dates d'examen, ça sera vraiment, on va faire un marathon donc en matière de rattrapage. Il nous reste encore des séances, encore. Donc, ça sera peut-être chaque semaine 3 séances, on verra. Donc, parce que vous auriez la parole, minimum 2 séances vraiment longues où vous aurez les questions, vous posez vos questions sur l'examen, sur les questions qui ne sont pas claires. Donc, et je suis en train de vous préparer, donc elle est déjà préparée, juste je suis en train de l'affiner. Donc un document très long de 70 pages comme ça, donc qui va donc vous aider, donc parce que le document déjà distribué n'est pas assez développé. Il y a tous les courants, mais 20 pages ou je sais pas, c'est pas donc un autre document déjà préparé, mais juste je suis en train de rectifier certains aspects. Il est plus long et il est plus intéressant pour vous. Bon courage et bonnes vacances.